Le terme ultras évoque peut-être des images de supporters de football fanatiques, mais ses racines sont étonnamment récentes. Alors que les sections de supporters organisées existent depuis des décennies, le mouvement ultras tel que nous le connaissons est apparu à la fin des années 60 et au début des années 70, principalement en Italie. Les premiers groupes, souvent appelés tifosi en italien, sont apparus en réaction à ce qu'ils percevaient comme une aseptisation du football. Ils se considéraient comme les gardiens d'une culture de supporters authentiques, s'opposant à la commercialisation croissante et à l'embourgeoisement de ce sport. Ces premiers groupes d'ultras se caractérisaient par leurs démonstrations élaborées de soutien, notamment de grandes banderoles, des drapeaux et des fumigènes, ainsi que par leurs chants passionnés tout au long des matchs. L'un des premiers et des plus célèbres exemples de la culture ultras est apparu à Milan, avec la formation de la Fossa dei Leoni, Fosso Lion, en 1968 par les supporters de l'AC Milan. Ce groupe a rapidement acquis une notoriété pour son soutien fervent et ses démonstrations élaborées d'avant-match, ouvrant la voie au développement de groupes d'ultras à travers l'Italie et au-delà. L'essor de la culture ultras a coïncidé avec une période de bouleversements sociaux et politiques en Europe. De nombreux jeunes, désabusés par les institutions traditionnelles, ont trouvé un sentiment d'appartenance et d'identité dans les tribunes aux côtés d'autres supporters. Ce puissant mélange d'énergie juvénile, d'agitation sociale et de loyauté tribale allait façonner le mouvement ultra pour les décennies à venir. Les groupes d'ultras sont réputés pour leur dévouement indéfectible à leur club. Ce sont eux qui arrivent des heures avant le coup d'envoi, transformant les stades en une mer de couleurs et de sons. Leurs chants, souvent coordonnés par un capot armé d'un mégaphone, résonnent dans les tribunes, injectant une atmosphère électrique à l'expérience du jour de match. Au-delà du spectacle, les ultras jouent souvent un rôle important dans l'écosystème financier de leur club. Ils sont parmi les consommateurs les plus dévoués de produits dérivés, de billets et d'abonnements. Leur présence attire également les téléspectateurs et les sponsors, ce qui ajoute aux revenus du club. La relation entre les ultras et leur club peut être complexe et souvent tendue. Si les clubs reconnaissent la passion et les contributions financières de leurs ultras, ils sont également confrontés au risque de désordre et de publicité négative associée à certains groupes. L'exemple le plus emblématique de l'impact des ultras est peut-être le mur jaune du Signal Iduna Park du Borussia Dortmund. Cette immense tribune derrière le but, remplie de plus de 25 000 supporters de Dortmund qui chantent, est un spectacle à contempler et est souvent crédité de donner à l'équipe un avantage significatif à domicile. L'intensité passionnée qui définit la culture ultras peut parfois déborder en violence et en désordre. Le hooliganisme, une face sombre du fandom du football, souvent associée aux ultras, gangrène ce sport depuis des décennies. Bien que tous les ultras ne soient pas des hooligans, la nature organisée de ces groupes peut faciliter l'action des fauteurs de troubles. Les affrontements entre groupes rivaux, alimentés par des conflits territoriaux, des griefs historiques ou simplement la tension du moment, peuvent entraîner des confrontations violentes, des blessures et des arrestations. La catastrophe du stade du Heysel en 1985, où 39 supporters de la Juventus sont morts suite à une confrontation avec des supporters de Liverpool, reste un rappel brutal des conséquences dévastatrices du hooliganisme dans le football. Cette tragédie a conduit à l'exclusion des clubs anglais des compétitions européennes pendant 5 ans et a suscité des efforts généralisés pour s'attaquer au problème du hooliganisme. Malgré ces efforts, les incidents de violence et de désordre continuent de gangréner ce sport, ternissant la réputation de la culture ultras et mettant les autorités au défi de trouver des solutions efficaces. Un bastion contre le football moderne ? Ultras et commercialisation. À une époque de football mondialisé et commercialisé, les groupes d'ultras se trouvent souvent à l'avant-garde de la résistance contre ce qu'ils perçoivent comme une aseptisation et une marchandisation du sport. Ils critiquent l'influence croissante de l'argent de la télévision, des riches propriétaires et des sponsors d'entreprises, arguant que ces forces érodent l'âme du jeu. Les groupes d'ultras organisent souvent des protestations contre la hausse du prix des billets, les horaires de coup d'envoi peu pratiques, conçus pour maximiser l'audience télévisée, et le changement de nom des clubs avec des logos génériques d'entreprises. Ils se considèrent comme les gardiens des racines ouvrières du football, luttant pour préserver les traditions et les valeurs qu'ils croient menacées. Gardiens du jeu du peuple. Que réserve l'avenir ? L'avenir de la culture ultras dans le football reste incertain. Alors que le sport continue d'évoluer, aux prises avec des problèmes tels que les disparités financières, la mondialisation et l'évolution du paysage médiatique, le rôle des groupes d'ultras sera probablement à la fois célébré et examiné à la loupe.
Leur passion indéfectible, leur démonstration vibrante de soutien et leur engagement à préserver les traditions du jeu continuent de captiver le public et d'inspirer les joueurs. Cependant, le défi reste de trouver un moyen de canaliser cette passion de manière constructive, en s'attaquant au problème du hooliganisme et en veillant à ce que la voix des ultras contribue positivement à l'avenir du football. Alors que nous avançons dans le 21e siècle, une question demeure. La culture ultras peut-elle s'adapter au paysage changeant du football, tout en restant fidèle à ses valeurs fondamentales de passion, de loyauté et de résistance ?